à tous, je m'appelle Jim Sker, je suis membre de la commission particulière du débat public sur le projet du port de Dunkerque. Je suis accompagné de ma collègue et autre membre de la commission particulière, Dominique Simon. Dans le cadre du débat, la commission a souhaité organiser un cycle d'auditions publiques en invitant un certain nombre d'experts, de personnes qualifiées dont la connaissance et l'expérience pourront éclairer des enjeux liés au projet. Alors on accueille aujourd'hui Monsieur Jean-François Vérec. Bonjour monsieur. Donc, merci d'avoir bien voulu être auditionné par la commission particulière. Donc, je vous propose, on va introduire le sujet et vous aurez un quart d'heure à 20 minutes pour faire une présentation. Alors vous êtes docteur en économie, vous êtes directeur général adjoint de l'AGUR, l'agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque. Vous êtes également directeur de l'observation et de la prospective à l'AGUR. Alors, vous avez le droit à une référence sur la toile industrielle dans le dossier du maître d'ouvrage à la page 43. Je suis très honoré. Donc celle-ci semble être considérée comme un atout pour le port, notamment sur des questions liées à l'économie circulaire, à la mise en réseau des acteurs. Je cite, « Cette toile permet d'apporter aux entreprises un meilleur service et une meilleure vision des occasions offertes pour une implantation sur le domaine portuaire. » Alors, qu'est-ce que la toile industrielle? Quelle est l'origine du projet, ses évolutions, ses atouts pour le territoire et pour le port, mais aussi peut-être ses lacunes? Et qu'est-ce que cet outil nous dit aussi du territoire, de ces industries, de leur relation avec la filière conteneur, des capacités d'anticipation, de collaboration et d'échange sur le territoire? D'abord, merci pour votre invitation à ces échanges. Alors effectivement, je vous propose de revenir sur la toile industrielle. C'est un outil qui a été créé ici dans le Dunkerquois, qui est beaucoup utilisé. Donc on va y revenir. Je vous propose aussi d'aborder quelques éléments de perspective en tant que responsable de la prospective à l'agence d'urbanisme. Je vais vous inviter peut-être à se projeter dans le temps. On est à un horizon 2030, 2035, voire plus. Donc il va falloir se tracer certaines perspectives. Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, en 15 ans, on a évolué extrêmement rapidement, en 15-20 ans. Donc se projeter vers l'avenir, c'est aussi imaginer des perspectives à partir de simples signaux faibles aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous propose d'abord de revenir sur le territoire, sur l'insertion du port dans le territoire de notre bassin d'emploi. J'ai fait le choix ici de représenter le bassin d'emploi de la région Flandre-Dunkerque avec ces grandes entités. Et on voit bien l'insertion du port dans ce territoire. Donc le bassin d'emploi aujourd'hui, c'est 59 communes, c'est 253 000 habitants. Une démographie qui aujourd'hui est plutôt en baisse. Selon les différentes périodes de recensement, on perd entre 500 et 800 habitants par an actuellement. Donc une démographie qui n'est pas au beau fixe aujourd'hui et qui traduit en réalité la fin d'un cycle. La fin d'un cycle économique qui a démarré à la fin des années 50. Et je vous propose d'y revenir pour comprendre d'où nous venons et peut-être où en sommes-nous aujourd'hui pour mieux comprendre vers où nous allons. Voilà. Je reviens bien en arrière avec les années 30, avant-guerre, pour avoir une petite perspective sur ce territoire dans lequel on retrouve ici la situation du port à l'époque, qui se limitait en fait à ce qu'on peut retrouver un peu en centre-ville. La tâche urbaine de Dunkerque qui était très très délimitée. Ici Malo-les-Bains qui ne faisait pas encore partie de Dunkerque, Rosendal. Ici un petit village qui va devenir Grande-Synthe, qui faisait moins de 2000 habitants à l'époque et en quelques années on est passé de 2000 à 20 000 habitants. On verra un peu ces épisodes rapidement. On avait encore dans les années 30 des concessions royales sur le territoire. Donc tout ça a quand même évolué. On a 2 concessions royales ici, qu'on peut encore visualiser sur, si vous prenez Google Maps ou si vous regardez une photo aérienne du territoire, vous pouvez regarder le secteur de Fort-Mardic. Vous verrez que la structure urbaine de Fort-Mardic est totalement différente du reste du territoire, tout simplement parce que
on était encore dans cette logique de concession royale. Donc on revient de très loin. Hein, voilà, bon, on était certes dans les années 30, mais dans les années 50, c'est là que l'aventure a commencé à démarrer. Les années 50, on est encore en pleine reconstruction. La ville de Dunkerque, ici bien délimitée, a été détruite à 80%, donc la plupart des secteurs étaient en reconstruction. Le port a failli totalement disparaître et ne pas être reconstruit grâce à l'acharnement des Dunkerquois. Aujourd'hui, nous avons un port à Dunkerque, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans 2 jours au musée portuaire. On a encore des concessions royales, jusque dans les années 60. Hein, donc, Grande-Synthe n'a pas bougé. Mais là, on voit qu'on commence à creuser vers l'ouest. Hein, le port a s'est légèrement agrandi. Si on regarde voilà, l'évolution, voilà, c'est très léger, mais on commence à avoir des premières implantations. Par ici, on voit les unités de raffinage. On a aménagé l'entrée du port Est. Et à partir des années 60, là, on voit un bouleversement du territoire. Donc de 50 à 60, voilà ce qui s'est passé. On a l'arrivée d'Usinor, l'implantation d'Usinor, et puis l'implantation aussi de différentes entreprises qui vont constituer petit à petit un écosystème industriel autour de la sidérurgie. On a encore un aérodrome, hein, ici, je ne suis pas revenu tout à l'heure. Ici, un espace balnéaire, des dunes, des hameaux, on avait une petite église, des hôtels, etc., sur tout ce secteur. Et puis des villes qui avaient accès à l'époque à la mer. Donc le petit village qu'on avait vu tout à l'heure était ici. Bon, on voit qu'il est en train de se transformer très très rapidement. Fort-Mardic n'est plus une concession royale. Là, on est en 1963. 1970, bon là, le port a profondément évolué. On a creusé, ici on a aménagé la digue du Brec, un équipement majeur pour le territoire qui protège quand même tout l'espace portuaire. On dit que bon, voilà, pour fabriquer la digue du Brec, il fallait autant de béton que pour une autoroute Dunkerque-Paris. Hein, donc on a l'habitude des très très grands chantiers sur le Dunkerquois. Hein, ça c'est peut-être aussi un élément important à intégrer au dossier. Et ici, on voit que petit à petit, tout l'ouest de l'agglomération se retrouve un peu entouré d'industries, de services aux industries. Donc ici, on a Usinor qui s'est agrandi, on a une unité de laminage et des entreprises qui travaillent plus ou moins avec cet écosystème-là, plus le raffinage qui commence à bien se développer autour du port central, et on commence à creuser le port ouest. En parallèle, on voit bien la répercussion sur l'urbanisme, à la fois en centre, en cœur d'agglomération. Hein, Grande-Synthe est totalement méconnaissable, Saint-Paul également, aux franges de l'agglomération, mais également en périphérie, où là, on commence à voir fleurir des lotissements périurbains. Là, on est en 1978. Hein, si je refais le film entre 60 et 78, là, on voit bien en périurbain, ici, un village comme Wamil, qui s'est limité à quelques maisons, est devenu une petite ville en soi. Donc, on voit bien l'impact de la croissance du port et la croissance de l'industrie sur l'organisation urbaine du territoire. Les années 90, on continue de creuser le port ouest, et là on a à peu près la structure actuelle du territoire, avec d'autres secteurs qui se retrouvent en reconstruction, ou plutôt en reconquête, avec le projet Neptune. On va commencer à travailler sur une grande rupture économique du territoire, la fermeture des chantiers de France, hein, pour construire ce qui va devenir plus tard le quartier Grand Large. Le projet Neptune concerne également les différentes darses. Et bon, on retrouve aujourd'hui la halle au sucre, où se situe l'agence d'urbanisme, qui est clairement inscrite dans ce projet.
Et donc aujourd'hui, où en sommes-nous? D'abord, on voit bien que, à travers ces différentes séquences, la démographie et l'urbanisation se situent dans un rythme qu'il faut associer à celui de l'évolution économique. Il y a un lien très très fort. Je ne suis pas revenu sur les grandes courbes d'évolution démographique, mais on pourrait en parler si vous le désirez. On a bien cette évolution qui s'est conjuguée avec la constitution progressive d'un écosystème industriel, comme dans la plupart des territoires. Si on va au Havre, si on va à Fos-sur-Mer, etc., c'était le cas aussi. Mais l'originalité du Dunkerquois, c'est d'avoir pris en main cette notion d'écosystème industriel pour le représenter, tenter une représentation de cet écosystème industriel en créant la première toile industrielle qui est sortie donc en 2009. En 2011, on a retravaillé en 2015, on a retravaillé cette toile pour en offrir une nouvelle photographie, notamment grâce à l'aide du port, qui assez rapidement a compris l'intérêt qu'on pouvait y trouver, notamment en termes de gouvernance. Donc voilà la toile industrielle 2016. Alors comment se lit-elle? D'abord, on a une partie en bleu, sur laquelle on retrouve symbolisée la région Flandre-Dunkerque, c'est-à-dire le bassin d'emploi que je vous ai représenté tout à l'heure de façon cartographique. Donc dans cette partie bleue, on retrouve des différents rectangles qui représentent les établissements industriels implantés sur le territoire dunkerquois. En haut du schéma, le grand port maritime de Dunkerque avec ses différents terminaux. Là, ici, les terminaux du port central, par exemple, le terminal ArcelorMittal. Sur les côtés, le schéma représente les marchés internationaux et notamment également les ports de la rangée Manche-Mer du Nord, notamment port d'Anvers, Le Havre, Rotterdam, des ports qui ont des relations importantes avec le territoire. On aura l'occasion d'y revenir. On retrouve également des établissements qui ne sont pas implantés dans la région Flandre-Dunkerque, mais qui ont des relations directes ou indirectes avec le territoire. Donc ces entreprises sont regroupées par grands marchés. Exemple ici, la construction, le BTP, etc. Et dans la toile, donc, on retrouve des établissements, comme par exemple ici, BASF Agri-Production. Donc le nom de l'établissement, le nom du groupe, sa nationalité, le nom de la commune, les effectifs salariés, son secteur d'activité, et puis des informations qualitatives et quantitatives sur la production de l'établissement. Et entre les établissements, nous avons les principaux flux qui sont représentés par des flèches de couleurs associées à des bases de données. Donc j'écoutais l'intervention précédente sur laquelle on revenait sur l'opportunité d'utiliser des datas liées à la logistique. Là, on a précisément un type d'exploitation de ces datas liées à la logistique. On peut les utiliser pour avoir une représentation globale de l'écosystème industriel et peut-être aller plus loin dans la recherche d'optimisation. Sur les côtés de la toile, on trouve également les entreprises, les établissements de services à l'industrie, les principaux. Voilà pour la toile industrielle. Alors je précise tout de suite qu'aujourd'hui, cette toile industrielle est représentée sous la forme d'un grand poster. Nous travaillons également à une application pour pouvoir l'utiliser dans différents domaines et hiérarchiser l'information et surtout ne pas être limité dans la masse d'informations qu'on peut inclure dans cette toile. Alors si on regarde d'un peu plus près la toile industrielle, bon, bien sûr on pourrait passer des heures. Je sais que mon temps de parole est réduit, mais si vous le désirez, on pourra poursuivre le débat par la suite. Je vous propose néanmoins de revenir sur un premier parcours. On va rentrer par le marché automobile pour essayer de comprendre comment cette toile réagit à une évolution macro
qui pourraient concerner le territoire. Imaginons que le marché automobile connaisse une forte croissance, que ce soit chez Toyota, Fiat, Renault, PSA ou autres. Quel serait l'impact sur le territoire ? Je ne vais pas revenir en détail sur ces impacts, mais on voit qu'on a une première flèche ici qui va nous ramener à une entreprise qui s'appelle Ducaplas Kaisersberg, qui n'est pas présente sur le territoire du port, mais qui est bien sur le territoire de la région Flandre-Dunkerque. Et on a une deuxième flèche, beaucoup plus importante, hein, cette flèche marron, qui nous conduit à ArcelorMittal Mardyck. ArcelorMittal Mardyck, du groupe ArcelorMittal, c'est la production de bobines d'acier galvanisées de très haute qualité, très haute performance, de 70 à 80% pour le marché automobile. Hein, donc même si traditionnellement on dit que le marché automobile n'est pas inséré dans l'économie dunkerquoise, en réalité l'économie dunkerquoise est directement liée au marché automobile. 70 à 80% de la production d'ArcelorMittal Mardyck. Si la production d'ArcelorMittal Mardyck augmente, il va falloir plus de coils. Hein, aujourd'hui, on a une production de 1,4 million de tonnes de coils. On pourrait augmenter cette production. Et pour ça, il faut faire tourner les hauts fourneaux de Dunkerque, ArcelorMittal Dunkerque. Donc, si on prend ArcelorMittal Atlantique, 50% de la production de cette partie du groupe est orientée vers le marché automobile. Donc si vous augmentez la production des hauts fourneaux, il vous faut plus de minerais, de fer, plus de charbon, de coke, etc. Et là, on arrive directement dans le port. Voilà. C'est traditionnel. Quand on prend une filière, si on prend le chocolat, si on remonte depuis la plaque de chocolat jusqu'à la fève de cacao, on passe par le port. Et on peut faire le même exercice dans plein de domaines. Donc là, on arrive au niveau du port. Alors, est-ce que c'est important ? Oui, c'est 19 millions de tonnes. C'est, selon les années, entre 30 et 40% de l'activité du port. Donc, c'est loin d'être négligeable. C'est aussi la récupération des gaz de haut fourneau pour produire de l'électricité, 255 MW qui sont restitués à ArcelorMittal via l'activité des cassis. C'est également la récupération de l'eau chaude jusque dans les radiateurs qui nous chauffent aujourd'hui. C'est l'eau industrielle, c'est le silicomanganèse, c'est le ferromanganèse, etc., etc., etc. Donc, quand on reconstitue toute la filière, on retrouve une espèce de toile d'araignée, là, comme celle-là, alors que je vous rappelle qu'on est parti d'une simple information sur la croissance de l'activité automobile. Bon. Vous imaginez bien qu'on peut reprendre d'autres exemples, mais tout ça pour vous dire qu'on est bien dans un écosystème industriel qui va réagir à la croissance de certains marchés et donc, quelque part, qui parfois va être totalement dépendant de ces marchés. On a vu ce qui s'est passé dans certaines entreprises ces derniers temps. On voit qu'on est parfois lié au développement du BTP, l'automobile, bien entendu, le prix de l'acier, etc. Et tout ça, ça peut fragiliser notre écosystème. Et, donc, si on regarde d'un peu plus près quelques piliers de cette toile industrielle, j'essaierai d'être bref. Force est de constater, déjà même sur le poster, la place centrale occupée par ArcelorMittal. ArcelorMittal, une entreprise qui elle-même est soumise à un certain nombre de logiques, des logiques de groupe, de concurrence au sein même de son propre groupe, soumis aux logiques du prix de la tonne de CO2, de la concurrence internationale, le prix de l'acier chinois, etc., etc. Donc, si demain ArcelorMittal Dunkerque se retrouve en difficulté ou est délocalisé ou relocalisé ou ce qu'on veut, ça toucherait à minima entre 15 000 environ 15 000 emplois dans le secteur industriel de Dunkerque, industriel-portuaire, on dira. Si on regarde d'un peu plus près ce qui pourrait arriver comme conséquence en chaîne sur l'économie locale, là, ça irait beaucoup plus loin.
notamment en termes de contribution économique territoriale, impact sur les emplois publics, sur les emplois associatifs. Voilà, bon là les conséquences seraient énormes. Donc on a vraiment un tissu industriel qui est quand même soumis au poids de cette industrie, même si quand on regarde d'un peu plus près, aujourd'hui c'est 3000 salariés. Bon, c'est quasiment autant de sous-traitants qui travaillent sur place, hein, mais voilà. C'est aussi une économie qui repose encore un peu sur le pétrole. Bon, Stéphane Raison a l'habitude d'expliquer que Dunkerque était un port rentier du pétrole. En quelques années, on a vu la disparition de nos sociétés de raffinage. Hein, ici, on avait Total, hein, qui est devenu établissement des Flandres. Aujourd'hui, bon, on fait de la formation, donc la raffinerie Total, qui a entraîné avec elle Diester Industries quand elle a fermé. Qui a rompu, en fermant, qui a rompu les liens avec Polychim et Polymérie, qui est devenu Versalis par la suite, donc qui, à l'époque, récupérait des dérivés de pétrole pour leur production. Aujourd'hui, ces dérivés de pétrole, il faut les chercher ailleurs. Diester Industries avait comme quasiment unique débouché Total. Comme Total a fermé, Diester Industries, 2 ans après, a fermé. Ce qu'on a pu prévoir d'ailleurs en présentant la toile industrielle à l'époque. On a ici encore la société de la raffinerie de Dunkerque, SRD, qui aujourd'hui a fermé sa production. Donc on voit très bien en quelques années ce qui est en train de se passer. C'est aussi très frappant de voir comment la filière tube a quasiment disparu du territoire. Avant, on avait la production d'acier, le laminage. On avait une entreprise qui était capable de former les tubes, une autre entreprise qui était capable de faire la petite soudure, de faire la finition, etc. Donc on avait EPEC, Europipe, GTS qui est devenu Dillinger, qui venait s'approvisionner à l'époque auprès d'ArcelorMittal, etc. Toute cette chaîne a quasiment disparu aujourd'hui, en quelques années. Alors qu'on aurait eu ce débat en 2008, on n'aurait même pas imaginé que ce soit possible. On se disait, bon, ne serait-ce qu'avec l'arrivée du terminal méthanier, c'était une formidable opportunité pour cette chaîne de production. Eh bien non, hein, cette chaîne de valeur, elle s'est étiolée. Donc, je vous précise tout ça pour bien prendre la mesure de la fragilité de cet écosystème, même si, quand on le regarde, c'est une puissance industrielle en soi, hein, mais c'est entre guillemets un colosse au pied d'argile. Aujourd'hui, alors si on continue un petit parcours rapide de la toile, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe chez nos voisins. On a le port d'Anvers ici, et on a toutes ces flèches avec du polyéthylène, des huiles, du siliciure de calcium, des principes actifs de médicaments, etc. Tout ça, ça passe par le port d'Anvers, y compris pour des entreprises qui sont aujourd'hui implantées sur le port de Dunkerque. Donc on a aujourd'hui des entreprises industrielles qui sont implantées sur le territoire du port, mais qui ne travaillent pas avec le port. Ce qui prouve bien qu'on peut avoir les investissements sont nécessaires. En fait, quand on va les interroger, elles nous disent qu'elles sont confrontées à des problèmes de lignes inexistantes. Et quand on va au bout du raisonnement, il y a un effet de taille qui manque. Hein. Donc il est nécessaire aujourd'hui d'investir dans le port pour augmenter les trafics, augmenter le nombre de lignes et dépasser cet obstacle. Alors, si je continue, voilà, on va quitter un petit peu la toile industrielle pour quelques données de cadrage. Hein, on voit ces grands établissements dans la toile industrielle, conséquence de la présence de ces grands donneurs d'ordre. 1% des établissements concentrent 44% des salariés. Là aussi, ça donne la mesure de la dépendance économique du territoire vis-à-vis d'établissements de très très grande taille. Également, une part importante d'emplois industriels dans les établissements contrôlés par des groupes étrangers.
Si on prend l'industrie, 44,7% des effectifs salariés de l'industrie dunkerquoise travaillent dans des établissements contrôlés par des groupes étrangers. Donc quasiment un emploi industriel sur 2. Avec des décisions qui sont prises à l'étranger, qui nous dépassent totalement, hein, et voilà, et qui accentuent également notre dépendance. Voilà, donc l'économie dunkerquoise, comme je le disais, est aujourd'hui un colosse au pied d'argile. Elle a pris l'habitude, malheureusement, de faire face à d'importantes ruptures. On a parlé de Total, on a parlé des chantiers de France, la filière tube, la disparition d'entreprises comme Rexam, les difficultés d'entreprises comme celle de Tim, qui s'en est au final bien sortie, et c'est tant mieux. Et donc, l'économie dunkerquoise doit consolider sa capacité de résilience. Et pour ça, il faut rechercher des piliers alternatifs. On ne peut pas continuer de se dire, ben voilà, on va consolider l'écosystème actuel en fermant les yeux sur cette fragilité de cet écosystème. Alors c'est toute une réflexion qui a été intégrée notamment au débat lié aux États généraux de l'emploi local, qui ont en partie concerné le port, notamment sur la question de la consolidation de la filière conteneur. Alors aujourd'hui, on a un magnifique projet, hein, avec un enjeu qui est de maximiser les externalités positives de ce projet pour le territoire. Alors pour ça, bon, il y a différents enjeux, hein, je ne vais pas tous les passer en revue. Je pense que dans le cadre des débats, vous avez déjà pu capitaliser beaucoup de choses. Bon, premier enjeu, quand même, diversifier l'économie pour un développement plus durable. Nous savons que nous avons une économie en transition. On sait que cette transition peut toucher des grands groupes. Elle peut toucher aussi la question de la transition énergétique. Si demain, les énergies fossiles diminuent, nous avons aussi une très grande partie de notre écosystème industriel qui dépend de ces énergies fossiles. On a parlé du charbon tout à l'heure, c'est l'essentiel de l'énergie utilisée sur le secteur sidérurgique. On a parlé du pétrole. Je n'ai pas évoqué la centrale nucléaire, mais on dépend également énormément du nucléaire. Si demain, la centrale de Gravelines ferme, quelles conséquences sur certaines entreprises? Bon, on sait déjà que Rio Tinto Alcan, donc Aluminium Dunkerque, fermera. Hein, donc voilà, on est quand même lié aussi à tous ces phénomènes de transition. Et il faut veiller à mener à bien cette transition et avoir des retombées très positives. D'où l'intérêt d'avoir ce type de représentation par toile industrielle. Autre enjeu, capter la valeur ajoutée sur le Dunkerquois. La croissance du port ne doit pas se traduire exclusivement par une croissance des flux. Hein, si on débarque des boîtes et qu'on les expédie le plus vite possible, c'est peut-être pas la meilleure solution pour créer de l'emploi. On pourra imaginer des pistes de création d'emplois, générer des recettes fiscales. Et pour ça, je vais revenir sur un peu quelques perspectives en matière de logistique. Attirer des investissements grâce à l'effet volume. Hein, si on a une plus grande régularité des escales, le port sera plus attractif pour un certain nombre de lignes et donc pour des chargeurs. Éviter les effets de congestion. Et là, pour ça, il va falloir réfléchir au report modal, mais je sais que vous allez pouvoir auditionner un certain nombre d'experts qui pourront revenir sur ce sujet, avec un enjeu important qui est celui de la 16 et les investissements nécessaires sur cette infrastructure. Renforcer l'attractivité résidentielle, la qualité urbaine, qualité environnementale, etc. Des éléments qui sont bien présents dans le dossier présenté par le port. Et puis également, un autre enjeu sur lequel j'aimerais revenir, c'est aussi celui de générer de l'innovation dans les chaînes logistiques. Alors, de quoi parle-t-on ? Alors, vous avez pu en parler lors de l'audition précédente, donc j'y reviendrai assez brièvement. Excusez-moi, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais néanmoins, en matière de prospective, on voit très bien qu'il y a un certain nombre de signaux extrêmement importants qui montrent que cette chaîne logistique est en train d'évoluer très très rapidement et il est essentiel que ce projet intègre ces notions. Alors le dossier du maître d'ouvrage rappelle fort justement que la filière conteneur reste très prometteuse.
On le voit ici dans ce graphique qui met en rapport l'évolution du PIB mondial brut, le commerce mondial et le trafic conteneurisé. On voit très bien que les deux courbes du commerce mondial en valeur et du trafic conteneurisé sont étroitement corrélées. Il faut dire que l'essentiel du trafic se fait aujourd'hui par conteneur. On dit traditionnellement qu'1 million de conteneurs génère potentiellement 1000 emplois. C'est la Banque mondiale qui le dit. Tout ça dépend aussi de l'accompagnement du projet. Et là, il va falloir qu'on y réfléchisse. Pour autant, on a un certain nombre d'experts de cette technologie qui nous expliquent que le conteneur, aujourd'hui, c'est une technologie ancienne. Comme le dit le rapport, elle a été créée en 1956, s'est développée à partir des années 80. On ne peut pas dire que ce soit la dernière venue parmi les innovations en matière de logistique. Quand on regarde d'un peu plus près la logistique, on sait qu'elle cherche aujourd'hui son optimisation. Dans la plupart des grands flux industriels, les réseaux logistiques sont dédiés et sont très peu interconnectés. Quand on est un grand donneur d'ordre, là ici je reprends l'exemple de Nestlé, on assure la récupération de ses marchandises auprès de ses clients. Donc on a un donneur d'ordre qui expédie sa propre marchandise avec son camion qui va arriver à destination. Chacun dispose de son propre réseau. Ces réseaux sont très peu interconnectés. Et donc là, on sait qu'il y a vraiment des progrès qui devraient apparaître dans les prochaines années. Conséquence, on a une infinité de prestataires. Quand on va interroger aussi les entreprises du territoire, on a par exemple une entreprise que je ne citerai pas, mais qui produit des plats préparés et qui a parmi ses premiers clients Auchan Grande-Synthe. L'entreprise est implantée près de Dunkerque, donc il lui suffirait de faire partir son camion et d'aller à 2 km pour amener ses plats préparés. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En réalité, ces plats, quand ils sont préparés, ils partent directement en Bretagne, puisque la plateforme logistique est située en Bretagne, et ils reviennent ensuite à 2 km de distance de l'entreprise. Force est de constater qu'on marche sur la tête en matière de logistique aujourd'hui. Alors souvent, c'est présenté comme la forme la plus optimale, etc. On sait que ça n'est pas vrai, puisque aujourd'hui, seuls 60% des camions qui circulent sur nos routes sont pleins, 40% sont vides. Et lorsqu'ils transportent de la marchandise, en fait, il y a encore énormément de vide. Là, ici, je reprends les propos d'Éric Bello, qui est professeur en logistique à Mines Paris Tech, et ceux de Benoît Montreuil, que j'avais rencontré l'an dernier à Rotterdam, et qui présentait les dernières évolutions, notamment en matière d'Internet physique. Ça n'est qu'une partie de la problématique, mais on pourra y revenir. Aujourd'hui, alors Benoît Montreuil, justement, explique que nous expédions essentiellement de l'air et de l'emballage. Quand on regarde ce qu'il y a dans les conteneurs, 56,8% sont pleins lorsqu'ils ne sont pas vides. Il faut ajouter à cette affirmation tous les conteneurs qui circulent à vide. Les voyages à vide sont plutôt la norme, plutôt que l'exception. Et on sait qu'on a en particulier un défi à relever vis-à-vis des camions qui reviennent d'Angleterre ici. Aujourd'hui, on a des produits qui dorment, entreposés, là où on n'en a pas besoin. Et souvent, ils ne sont pas disponibles là où ils sont nécessaires. Donc, d'où cette problématique de la logistique. Les installations de production et d'entreposage sont aujourd'hui peu ou mal utilisées. Et parmi les constats que nous propose Benoît Montreuil, il nous dit également que l'approvisionnement de produits vers les villes à l'intérieur et à partir de celles-ci est aujourd'hui un cauchemar, et ça on le connaît très bien, notamment chez les urbanistes. Alors aujourd'hui, ce qu'on commence à observer, ce sont des tendances lourdes et des signaux faibles. Je dirais que
Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'Internet physique fait peut-être partie aujourd'hui des signaux faibles dont il va falloir s'intéresser dans les prochaines années. Mais il y a énormément de réalisations concrètes qui commencent à apparaître. Mais on voit aussi en même temps le modèle Amazon qui, lui, est particulièrement concret et qui va se déployer très très rapidement. Et la région est directement concernée. Aujourd'hui, on a des chercheurs qui s'intéressent à plusieurs expérimentations qui sont lancées depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur la logistique globale. Donc, ce qu'on commence à voir apparaître, ce sont des conteneurs modulaires et des interfaces un peu plus intelligentes pour la logistique. Alors, de quoi parle-t-on ? Alors d'abord, on commence à voir apparaître une remise à plat de l'organisation logistique pour la rendre plus efficace. Et l'idée est d'appliquer à la logistique les principes d'Internet. Avec comme premier principe de base la mutualisation à grande échelle. Les marchandises pourront se partager des entrepôts de leur provenance jusqu'à leur destination. Ça peut vous faire penser un peu à une espèce de blablacar de la logistique, peut-être en plus professionnel, mais ce n'est pas si différent que ça de cette petite révolution qui est en train d'apparaître quand même depuis plusieurs années. Alors pour cela, on crée des boîtes de manutention intelligentes, standardisées, on réorganise la logistique en réseau et on crée un certain nombre d'applications. L'objectif, c'est mutualiser les flux pour augmenter le taux de remplissage des poids lourds et diminuer les coûts et les gaz à effet de serre. Le taux de remplissage des camions dans les premières expérimentations est passé de 60% à 87%. 87%, ce sont les tout derniers chiffres qui sont ressortis. J'ai eu monsieur Eric Ballot au téléphone avant-hier qui m'a indiqué ces derniers résultats. Alors la première clé du projet, c'est d'inventer le conteneur de demain. Alors c'est un point qui n'est pas précisé dans le dossier, mais je suppose que c'est une réflexion qui est en cours, notamment sur la question de la zone logistique. On sait que le conteneur a divisé par 10 le coût de la manutention dans les ports. Le but demain, ce sera de faire la même chose sur le terrestre. On va y revenir sur notamment des expérimentations qui sont en cours au niveau européen. La deuxième clé, c'est la codification des informations logistiques qui serait partagée par tous. Pour cette deuxième clé, alors on a un positionnement assez intéressant dans le Dunkerquois avec cette approche par toile industrielle, toile agricole, toile énergétique qu'on est en train de déployer, puisqu'on est déjà dans cette logique de mise en réseau des entreprises. Et on voit que, on espère que petit à petit, les entreprises vont apprendre à travailler ensemble, à mieux se connaître, et on voit très concrètement aujourd'hui le fruit de ces premières applications qu'on a pu lancer depuis 2009. La troisième clé, c'est le développement de plateformes web pour optimiser la logistique. On sait aujourd'hui que le port développe de nouveaux outils numériques qui pourront peut-être à terme prendre en compte aussi ces évolutions. Alors aujourd'hui, on a tout ça, ça ne sort pas d'un laboratoire de recherche, un chercheur un peu fou qui aurait imaginé tout ça. On a des expérimentations très concrètes qui sont en cours en France, notamment l'expérimentation de CRC qui a été menée à Bordeaux. CRC, c'est donc le centre de routage collaboratif. Donc ils ont fait une première expérimentation à Bordeaux et ils se sont implantés aussi dans la métropole lilloise, à l'Homme, dans le but aussi de travailler sur ces nouvelles formes de logistique dans la région des Hauts-de-France. On a aussi l'expérience d'IDEO, qui est une filiale d'ID Logistique, donc qui a mis en place une cellule de pilotage donc à Lyon. Alors ces deux entreprises ont été primées par le prix du roi de la supply chain, donc en 2017 et 2016 pour l'entreprise précédente. Leurs clients ici, donc c'est Danone, c'est l'Européenne d'embouteillage, donc avec Orangina, Schweppes, etc. Et donc ils ont pu optimiser leurs coûts. Aujourd'hui, ils travaillent avec 200 transporteurs routiers, 10 usines, 26 entrepôts.
Et au niveau ferroviaire, il travaille avec 1500 trains complets par an, une douzaine de prestataires logistiques. Hein, donc on a une vraie expérience et on commence à avoir du recul sur leur réussite. Alors nous, on va s'intéresser à tout ça dans les prochains mois, hein, puisque on va essayer de réunir un peu les experts autour de ces questions. Procter & Gamble et Tupperware ont aussi fait le choix de travailler ensemble parce qu'ils avaient des usines proches qui livraient en Grèce, tous les deux. Hein, et donc, ils ont mutualisé leur chaîne logistique. Résultat, taux de remplissage de 80% pour les camions et pas moins de 200 camions par an qui ont pu être éliminés des trafics et une économie qui s'élève à 17% sur les coûts de transport. Alors sur le conteneur de demain, là on commence à avoir des perspectives aussi avec un projet européen qui s'appelle Moduloshka, qui fédère aujourd'hui 15 acteurs européens qui travaillent à la conception d'un conteneur modulaire en plastique pour camions ou trains. Alors les conteneurs sont traçables à l'unité. Donc la traçabilité, bon, c'est quelque chose qui commence à bien se développer. Hein. Le port s'y intéresse aussi et investit dans ce domaine. Mais là, on a des sortes de conteneurs avec des unités beaucoup plus petites qui sont clipsables entre elles pour reconstituer un équivalent 20 pieds, hein, qui pourrait être manipulé de la même manière qu'un conteneur traditionnel. Alors ce que nous disent les chercheurs, c'est que des pays comme la Chine qui chargent encore des camions carton par carton aujourd'hui, pourraient passer directement de cette technique un petit peu rudimentaire à ce nouveau système de conteneurs. Voilà, ici on a une représentation d'un exemple de conteneurs qui sont expérimentés. Alors aujourd'hui, Benoît Montreuil, qui est un des papes de l'Internet physique, travaille aujourd'hui pour Coca-Cola sur toute la chaîne logistique de Coca-Cola, jusqu'à la taille de votre boîte de Coca, hein, ou sa forme, hein, pour optimiser l'ensemble de la chaîne logistique jusqu'au conteneur et jusqu'au particulier. Alors en quoi est-ce une opportunité pour le port de Dunkerque? D'abord parce que, alors comme l'expliquait justement Benoît Montreuil à Rotterdam, on a des très très grands ports comme le port de Rotterdam, les ports chinois, etc., qui aujourd'hui auront du mal à s'adapter à ces nouvelles techniques. C'est surtout les ports de taille moyenne qui pourront s'adapter assez rapidement puisque leurs investissements vont pouvoir être calibrés en fonction de ces évolutions. Alors là, on est dans du moyen-long terme. Hein. Les grandes évolutions, le grand déploiement de l'Internet physique, on l'estime à un horizon d'environ 10 ans. Mais on est bien dans l'horizon du port, hein, du projet du port. Et Dunkerque présente plusieurs points forts, notamment la souplesse, la flexibilité en tant que port de taille moyenne. Aujourd'hui, le port est de plus en plus compétitif vis-à-vis des ports d'Europe du Nord, notamment d'après les chargeurs des Hauts-de-France. Le port a de plus en plus d'agréments, hein, notamment pour l'import de produits bio. Il a du foncier disponible. Il met en place le Cargo Community System, hein, donc on est bien dans cette logique de révolution numérique du port, et je sais qu'il y a d'autres projets qui seront lancés. Le projet lui-même, Cap 2020, est une véritable opportunité, hein, pour prendre en main ce type d'évolution. Et c'est un enjeu pour la future zone logistique et l'organisation multimodiale du port. Donc ici, je ne fais que reprendre ce que disent plusieurs experts. Hein. On a pu en entendre quelques-uns dans le cadre du débat public, qui placent vraiment le port comme un des ports qui peuvent vraiment saisir ces opportunités grâce à son investissement récent. Alors, vous comprendrez aussi que ces évolutions militent plutôt en faveur du projet Atlantique, en permettant au port de se positionner là où aujourd'hui les ports du Benelux sont encore plutôt sur l'ancien modèle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai
de nombreuses questions. Vous avez répondu à un certain nombre de ces questions au fur et à mesure de votre exposé. Il y a juste une question par rapport à la question de la mise en réseau que vous avez évoquée. Donc, vous faites ce travail de mise en réseau des acteurs du territoire et vous avez mentionné parfois des difficultés. Donc j'aurais souhaité en savoir plus un peu sur les freins que vous avez pu rencontrer sur cette mise en réseau des acteurs du territoire. Vous parlez de la mise en réseau entre les industriels ou plutôt sur le territoire? Enfin, ce que vous avez mentionné, donc pas forcément sur les industriels, mais sur le... Est-ce que ça pose également la question de la mise en réseau à venir par rapport aux éventuelles évolutions liées au projet CAP 2020? Donc ce serait plus sur le... Enfin, vous aviez mentionné par rapport à l'ensemble des acteurs, non? Non, en fait, en réalité, aujourd'hui, je suis obligé de constater que, et fort positivement, que la mise en réseau se fait plutôt bien. On a eu des difficultés lors de la sortie de la première toile industrielle. L'évolution a été très très forte par la suite. Quand on a sorti la première toile industrielle, c'est vrai qu'on pouvait se demander pourquoi une agence d'urbanisme se lance là-dedans. Comment on allait travailler avec le port qui n'avait pas forcément à l'époque ces préoccupations-là. La chambre de commerce était en pleine restructuration. Dunkerque Promotion n'était pas du tout dans le même contexte, etc. Par la suite, on a eu des évolutions extrêmement fortes. L'évolution de la gouvernance du port. Aujourd'hui, le port est l'un de nos premiers partenaires sur ce projet. Le Dunkerque Promotion, aujourd'hui, non seulement valide l'intérêt de ce projet, mais est un des premiers utilisateurs de la toile industrielle. On a un très très bon partenariat avec la communauté urbaine. La chambre de commerce, alors la chambre de commerce c'est un peu réorganisée à une échelle plus régionale. Ils sont encore présents sur le littoral, mais c'est un petit peu difficile d'avoir des forces vives locales pour travailler ensemble. Mais néanmoins, on travaille en bonne intelligence, mais ils ne pourraient pas reprendre ce type de projet. Non, aujourd'hui, on est plutôt, on est plus que positif, je dirais, puisque sur les projets de mise en relation et de visualisation des écosystèmes, aujourd'hui, on nous donne la possibilité de travailler sur non seulement sur l'industrie, mais aussi sur l'énergie, sur l'agriculture, avec la Chambre d'agriculture. Et en fait, on a plutôt une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Donc, oui, je dirais qu'on n'a pas vraiment de difficulté de ce point de vue-là. Après, ce projet a pour objectif d'inviter les industriels eux-mêmes à travailler davantage ensemble. Et là, on doit quasiment faire du porte-à-porte. Donc on va les voir avec la toile industrielle, on leur présente l'objet, ils sont extrêmement intéressés et on voit que ça commence sérieusement à prendre. Mais vous savez, quand vous êtes industriel ou quand vous avez une entreprise de service à l'industrie sur le territoire, vous avez la tête dans le guidon et vous n'avez pas forcément envie de passer trop de temps à vous intéresser à ce que fait votre agence d'urbanisme. D'ailleurs, vous ne savez pas qu'il y a une agence d'urbanisme sur le Dunkerquois, donc voilà, hein, ça règle l'affaire. Donc c'est aussi à nous de porter ce type de projet. Vous avez souligné la fragilité de l'écosystème. Vous avez même utilisé l'expression le colosse aux pieds d'argile. Et ça me fait penser à l'histoire des pieds de la table qu'utilise souvent le président du grand port maritime. Comment voyez-vous que le développement de la filière conteneur puisse contribuer à solidifier, consolider ce colosse au pied d'argile? Quels sont aujourd'hui... Bon, on a quand même déjà une activité conteneur. Hein, cette année, ça va faire à peu près 400 000, c'est ça, VP? À travers votre travail sur la toile aujourd'hui, comment vous voyez déjà les connexions entre le développement de l'activité conteneur et puis ce qui se passe au niveau de l'industrie et comment imaginez-vous que aller là où le port souhaite aller, c'est à 2,5 millions de VP, ça va consolider cette toile et voilà.
il est clair que la diversification économique se fera avec plusieurs pistes. On sait qu'il y a d'autres secteurs qui vont devoir se déployer. On sait par exemple, on a une problématique de sous-activité féminine sur le territoire, donc il va falloir trouver aussi déployer des activités nouvelles pour une plus grande mixité de notre territoire. Quand on regarde la tôle industrielle, c'est une économie de mecs. Si vous regardez les industries présentes sur le territoire, il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes. Donc on est fier dans une industrie particulière de dire bon ben voilà, on a une femme soudeuse parmi nous, donc on la prend en photo, on l'invite dans voilà, donc c'est voilà, vous connaissez bien la question. Donc il va falloir développer une économie davantage mixte, il va falloir accompagner aussi le vieillissement de la population, donc il y a des services à créer, etc. etc., etc. Je ne vais pas reprendre toutes les pistes qu'on avait déjà évoquées dans le cadre des États généraux de l'emploi, mais parmi ces pistes, on avait aussi le développement on va dire un développement complémentaire du port. Si le port reste totalement sur le même paradigme, on consolide un colosse qui repose toujours sur des pieds d'argile. C'est les pieds qu'il faut changer quelque part. Donc la diversification par le conteneur, déjà, pour nous, ça ne va pas forcément à l'encontre du développement industriel. Bien au contraire. Quand on regarde d'un peu plus près les industries présentes sur la toile industrielle, on voit qu'elles travaillent déjà beaucoup avec des conteneurs. Donc il n'y a pas d'un côté le conteneur qui irait à Auchan, dans les grandes surfaces, dans les commerces, etc. Et puis de l'autre côté l'industrie qui ne travaillerait qu'avec du vrac. Non, de plus en plus, les industriels travaillent avec le conteneur. Donc c'est déjà une consolidation de l'attractivité industrielle du territoire. L'idée de passer un cap au niveau du nombre de conteneurs qui pourraient arriver sur le Dunkerquois, c'est aussi développer des lignes bien spécifiques qui vont permettre aux industriels de se dire, bon ben voilà, c'est intéressant de se positionner à Dunkerque parce que d'abord Dunkerque, c'est assez bien placé. On a une position très très proche de plusieurs capitales en Europe. On est directement connecté à l'Europe du Nord. Aujourd'hui, on se dit, bah, voilà, on a un ensemble portuaire complet qui nous permet de travailler plus ou moins bien. Le problème aujourd'hui, c'est que l'accès au port d'Anvers ou de Rotterdam est souvent saturé. Donc le fait d'avoir un port à Dunkerque qui pourrait rendre un service plus performant que ce qu'on connaît aujourd'hui nous permettrait aussi d'être davantage attractif pour des nouvelles industries, peut-être différentes. Bon, ça pourrait peut-être permettre de travailler davantage sur des secteurs qui aujourd'hui sont encore un petit peu faibles sur le territoire. Je pense en particulier à l'agroalimentaire. Même si on a quelques entreprises agroalimentaires, force est de constater qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et que aujourd'hui, 70% du territoire que je vous ai présenté tout à l'heure est couvert de terres agricoles. Des terres agricoles qui sont parmi les plus fertiles au monde. Mais aujourd'hui, quand vous produisez des biens à partir de ces terres, ces biens sortent du territoire, quasiment immédiatement. Même pour les frites, vous vous rendez compte, pour produire des frites, on est obligé de partir en Belgique, on est obligé de partir chez McCain, etc. Donc on a des filières comme ça qui nous échappent. Le lin aujourd'hui est expédié directement en vrac. Quand je dis en vrac, il n'y a pas de transformation sur place, ou très peu. Demain, peut-être que le conteneur va nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives vers des liaisons que nous n'avons pas aujourd'hui parce que nous n'avons pas atteint un certain seuil d'activité. Et donc ça peut être une piste intéressante. L'autre piste qui nous paraît quand même importante, c'est de lancer une réflexion à partir d'une bonne connaissance des flux de marchandises sur les entreprises qui pourraient s'implanter sur le territoire pour une première transformation lorsque les conteneurs seront déchargés à Dunkerque. Donc l'idée est de consolider au maximum une valeur ajoutée localement
par de l'investissement, par de l'attractivité industrielle, l'attractivité économique, etc. Et puis cette évolution de la logistique, elle est très parlante aussi. Hein, on voit que si demain, quand on va décharger les conteneurs, on va pouvoir les décomposer rapidement pour qu'ils puissent être acheminés au plus près des établissements locaux, on va peut-être pouvoir créer une nouvelle économie liée à cette logique. Chose qui n'était pas forcément simple tant qu'on était dans une logique de centralisation de la logistique et puis redéploiement à une échelle nationale ou internationale. Voilà. Donc on sent qu'il y a de nouvelles perspectives économiques qui sont en train d'apparaître et qui pourraient très bien nous intéresser à l'avenir. On entend bien, enfin on sent bien effectivement dans ce que vous dites, on voit bien à peu près par quel type de transformation les choses pourraient passer. En même temps, la question que ça pose quand même, puisque l'enjeu, d'ailleurs qui est repris également par le port dans son projet, c'est vraiment et comme vous l'avez dit, pas seulement de recevoir et passer des conteneurs, mais de développer la valeur ajoutée localement. Ça passe probablement par tout ce que vous venez d'évoquer. Mais revient assez fort quand même dans votre discours la question de aujourd'hui on ne le fait pas parce qu'on manque peut-être de taille critique, etc. Mais justement, comment on va y arriver? Si vous voulez, il y a quand même, me semble-t-il, une problématique d'amorçage. Parce que si on attend d'avoir la taille pour le faire, on n'aura pas la taille. Et si on le fait sans avoir la taille... Alors, bon, vous voyez, c'est comment ça s'amorce, qu'est-ce qui peut être incitatif par rapport à ça, parce que sinon on ne voit pas bien quand même, malgré tout ce que vous pouvez ouvrir là, comme on aperçoit des perspectives, mais au fond, qu'est-ce qui va déclencher, quel va être ça paraît pas évident. Si j'avais la formule miracle, je vous la sortirais, mais non, je sais que quand même, ces questions sont clairement prises en main par le Grand Port Maritime, et notamment aussi via la constitution de North-Link Port et cette rencontre entre les chargeurs et les différents ports de la Côte d'Opale, qui permet de savoir quels sont les verrous à lever pour que ça puisse fonctionner. Ce que nous disent les chargeurs, c'est que ce dont ils ont besoin, ce sont des lignes régulières. Ils ont besoin d'une certitude, un port qui fonctionne, qui n'est pas en grève, qui n'a pas de problème complexe de douane, de passage en douane, parce qu'on sait qu'on a eu quelques soucis il y a quelques années. Et cet enjeu de la régularité, on ne peut le lever que en essayant de se connecter à des liaisons importantes. Bon, il y en a de plus en plus, avec la Chine, ça s'est clairement consolidé. Je n'ai pas tous les éléments du port et toutes ces perspectives dans les prochaines années, mais je sais qu'il y a quand même un travail commercial qui a été lancé et qui me paraît être la première clé d'entrée. Donc, je pense que ce sera avant tout par là que ça va démarrer, mais il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on se dise, voilà, on a déverrouillé ces éléments-là, mais on n'a pas la capacité d'accueillir les bateaux en question. Donc, le puzzle, il faut le constituer, il faut veiller à ce que on ne soit pas confronté à d'autres verrous. Je pense en particulier aux infrastructures, notamment la 16. Si on a une congestion en sortie de port, là, voilà, on aura raté le coche. Si on a une évolution logistique importante, des innovations auxquelles on n'a pas pensé au moment du projet, là aussi, on peut passer à côté d'une opportunité. Donc, voilà, moi, je pense que l'idée est bien prise en main par le port. Maintenant, c'est un challenge. Si l'économie mondiale s'effondre dans les prochaines années, voilà, on sera obligé de l'observer. Le port a été confronté à la fermeture de Total, a été confronté à la crise de 2008. On n'y peut rien. Quelque part, on subit, mais voilà, on sait quand même quel est l'enjeu devant nous. Oui. Enfin, sur la question de
d'avoir des lignes et la décision d'escaler à Dunkerque, ce sont les armateurs qui la prennent. Hein. Bon, alors on sait que si le port ne satisfait pas à tout un tas de conditions, il ne sera jamais choisi. Maintenant, est-ce que s'il y satisfait, il sera choisi? Bon, voilà, tout n'est pas entre les mains du port. Autre chose, si on prend maintenant de l'autre côté Hinterland, on pourrait s'interroger, peut-être que c'est ce que vous ferez plus tard, sur en quoi le développement de la filière conteneur peut éventuellement donner envie ou matérialiser une toile qui serait sur un territoire étendu. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le Dunkerquois, mais on peut très bien imaginer que cette idée d'économie circulaire que vous voulez encourager, auquel conduit naturellement cette toile, que ce concept soit étendu à un périmètre plus large. Et là, ça nous amène sur une deuxième catégorie d'acteurs, les chargeurs de l'Hinterland. Et vous-même, vous avez dit à un moment, c'est important que ces gens travaillent ensemble. Parce que toutes les logiques de conteneurs, de micro-conteneurs clipsables, ça suppose que les gens acceptent, effectivement, comme les exemples que vous nous avez donnés l'ont montré, acceptent de travailler ensemble, parce que sinon, ça n'arrivera pas. Donc, ça aussi, le port peut en être parfaitement conscient, mais il ne peut pas tout non plus. Donc, comment peut s'enclencher cette dynamique-là à l'arrière, pour finalement créer cette logique de création de valeur ajoutée et d'extension de l'économie circulaire à un périmètre plus large? Comme vous le dites, le port ne pourra pas tout faire, et c'est clair qu'il faut mettre autour de la table un certain nombre de partenaires qui vont pouvoir accompagner cet élargissement de la toile industrielle ou la toile du conteneur ou de la logistique qu'on pourra imaginer dans les prochaines années à un territoire plus large qui pourrait être celui de l'Hinterland du port. Nous, on compte bien en tant qu'agence d'urbanisme s'engager dans ce travail pour aider d'autres partenaires à se lancer. Donc aujourd'hui, on investit dans des solutions informatiques avec une start-up locale qui nous aide. On n'est pas des spécialistes de la question en interne. Donc on essaie de développer des logiciels qui vont permettre demain de faciliter cette transition et de s'ouvrir plus largement et plus efficacement vers les différents chargeurs, vers les différents partenaires qui entreront dans cette chaîne logistique. Ce changement d'échelle, il va falloir y réfléchir ensemble. Je pense que la région doit être partenaire. Donc on fait un petit peu de lobbying aujourd'hui pour essayer de faire comprendre que c'est important pour l'avenir. La Chambre de commerce également, mais peut-être au-delà, quelques partenaires clés, Logistique et autres, qu'on compte bien mettre autour de la table pour avancer sur ces questions. Mais pour ça, pour l'instant, on s'appuie sur le Dunkerquois pour démontrer que ça marche déjà à une échelle locale. On déploie la toile industrielle, la toile agricole, la toile énergétique, bientôt une toile des compétences, bientôt d'autres toiles qui nous sont demandées. Alors j'enregistre que vous m'avez fait une nouvelle demande à une autre échelle, très bien. Maintenant on cherche des financements pour pouvoir répondre à toutes ces demandes, puisqu'il va falloir quand même des gens pour y travailler. C'est extrêmement chronophage. Je suppose que vous imaginez que derrière tout ça, il y a un travail d'enquête extrêmement complexe. Et parce que tout ça, ce ne sont pas des bases de données qu'on peut mobiliser mécaniquement. Alors si demain, le big data de la logistique se développe et s'ouvre à des agences comme les nôtres, peut-être qu'on pourra déployer des toiles à une autre envergure, mais ça, on y compte bien. Je vois qu'on arrive, on a même dépassé. Désolé. Non, pas du tout. Mais bon, d'abord, et avant de clore, je note aussi, et nous notons aussi que vous avez
souligné fortement l'importance de toutes les évolutions, l'Internet physique, etc. Donc ça fait quand même maintenant plusieurs fois que notre attention est attirée là-dessus. Donc c'est clair que c'est un enjeu. Bon, ensuite, voilà, je pense qu'il va falloir qu'on passe un peu de temps encore à approfondir cette question-là. Vous nous avez apporté un point de vue qui était que finalement un port de taille intermédiaire comme Dunkerque était mieux placé pour s'engager là-dedans que les gros, comment je peux les appeler ? Enfin voilà, les grands là-haut. Bon, on a entendu à peu près l'inverse ce matin, donc bon voilà, il y a plusieurs points de vue. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Pour le coup, on sent bien que dans la prospective, ce qui va se passer demain, dans la logistique du conteneur, tout ça, ça va être super important. Donc merci d'avoir renforcé ce point d'attention parmi beaucoup d'autres que vous nous avez apportés et on vous en remercie sincèrement. Merci à vous.